Bonjour. Le podcast Ici d'ailleurs a commencé un jour de 2020 quand j'ai réalisé à quel point les Nations Unies et leurs activités sont complexes et trop peu comprises par le grand public. Parfois perçues comme coûteuses et inefficaces, on leur reproche souvent de ne pas résoudre tous les conflits du monde. Alors j'ai pensé que ça vaudrait la peine de s'arrêter aujourd'hui un moment sur quelques questions clés. À quoi servent vraiment les Nations Unies? Que font-elles concrètement pour contribuer à un monde meilleur? Et qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré? Alors tout d'abord, pourquoi tant d'attentes envers l'ONU? On a souvent l'image d'une organisation toute puissante, capable d'imposer la paix, de punir les dictateurs ou de sauver les civils dans chaque crise. Mais l'ONU, ce n'est pas un gouvernement mondial. Elle n'a pas d'armée propre, pas de police internationale, pas de pouvoir coercitif. On peut trouver que c'est dommage ou pas, mais les États ne seraient jamais d'accord de donner un tel pouvoir coercitif à une organisation mondiale qui serait au-dessus d'eux. On peut imaginer les problèmes qu'un tel pouvoir pourrait apporter. Alors dans ces activités, l'ONU ne peut agir qu'avec le consentement et le soutien des États membres. Et c'est là que tout commence à se compliquer. Parce que l'ONU, au fond, ce sont les États eux-mêmes. C'est la somme des 193 pays qui la composent, avec leurs intérêts, leurs alliances, leurs contradictions, leurs sensibilités. Alors avant de juger son action, il faut comprendre. L'ONU ne peut faire que ce que ses membres lui permettent de faire, financièrement, politiquement et dans le respect des résolutions ou des condamnations. Parlons maintenant du fonctionnement réel des Nations Unies. L'ONU, c'est d'abord un forum, un lieu où les États se parlent, même quand ils ne s'apprécient pas. Ce cadre multilatéral permet d'avoir des échanges sur des sujets sensibles. Il est plus difficile d'ignorer une critique, disons par exemple concernant la violation des droits de l'homme dans un pays, quand cela vient d'un large groupe d'États que d'un seul. C'est ce dialogue permanent qui évite souvent que les tensions ne dégénèrent. Mais l'ONU, c'est aussi un espace où se construisent des normes et des principes communs. C'est à New York, à Genève ou à Nairobi que se négocient des conventions sur les droits humains, la biodiversité ou la lutte contre la torture. Ces accords ne font pas la une des journaux, mais sans eux, le monde serait bien plus dangereux et plus chaotique. Alors attention, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de relations de pouvoir. Elles sont inévitables, mais encadrées par des règles, des votes, et le tout dans un dialogue multilatéral qui vise à la coopération la plus large possible. Et puis, il y a tout le travail technique, souvent peu visible du grand public, réalisé par des agences spécialisées. J'aimerais en mentionner quelques-unes. Il y a par exemple l'UNICEF, qui agit pour la protection, la santé et l'éducation des enfants dans le monde. Ou l'OMS, qui coordonne par exemple la réponse mondiale en cas de pandémie. Ou le PNUD, qui soutient les pays dans leur développement durable et leur résilience face aux crises. Ou encore l'Organisation internationale du travail, qui œuvre pour des emplois décents et la protection sociale. Mais aussi l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui renforce la sécurité nucléaire et contrôle la prolifération atomique, qui fait actuellement un travail important tant en Ukraine qu'en Iran. Et puis bien sûr, le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le HCR, par exemple, ne décide pas qui peut obtenir l'asile dans un pays, mais il accompagne les États pour édicter des lois sur l'asile, pour protéger les droits des réfugiés, leur donner accès aux services de base, réunir les familles quand c'est possible et aider à leur intégration. Le travail de ces agences onusiennes touche ainsi un très grand nombre de domaines. Ce sont des missions discrètes, souvent techniques, mais essentielles, parce qu'elles mettent en pratique les principes dont on parle dans les grandes salles de conférence. Par ailleurs, même quand elle ne décide pas, l'ONU peut servir à légitimer les interventions d'acteurs internationaux, par exemple concernant l'aide humanitaire, ou les sanctions commerciales, ou le maintien de la paix, et à coordonner les réponses de ces acteurs, ONG, États, banques de développement, etc. Sans cette structure, l'aide internationale serait souvent un puzzle incohérent
où chacun agit dans son coin ou marche sur les pieds de l'autre. Alors parlons maintenant des limites du système, la souveraineté, le veto et les rapports de force. Évidemment, toutes ces activités ont des limites. L'ONU ne peut pas s'imposer face aux grandes puissances, surtout quand leurs intérêts sont en jeu. Le meilleur exemple, c'est le Conseil de sécurité, où 5 pays, les grandes puissances du monde d'après 1945, disposent d'un siège permanent et d'un droit de veto. Ceci explique pourquoi certaines crises, comme la Syrie ou l'Ukraine, restent paralysées. Résultat, dès que l'un des membres permanents s'y oppose, aucune résolution contraignante n'est possible. Et c'est une réelle limitation à ce système. Toutefois, ce système, malgré ses blocages, est aussi une manière d'éviter la guerre directe entre grandes puissances. En résumé, c'est un système imparfait, parfois frustrant, mais stabilisateur. Qu'en est-il des réformes compte tenu de ces réalités politiques? Depuis les années 80, tout le monde s'accorde sur une chose, l'ONU doit être réformée. Mais là où les avis divergent, c'est sur le comment. Qui devrait, par exemple, avoir plus de pouvoir? Qui devrait siéger au Conseil de sécurité? Il est difficile de justifier qu'il n'y ait par exemple aucun pays africain, du Moyen-Orient ni sud-américain ayant un siège permanent. Mais surtout, est-ce que les États seraient prêts à céder une partie de leur souveraineté? Pour l'instant, la réponse est non. De plus, la tendance actuelle est plutôt à la méfiance vis-à-vis du multilatéralisme et une tentation du repli vers des deals bilatéraux avec l'utilisation pour certains de la contrainte ou de la menace. D'autres pays privilégient aussi les alliances régionales, jugées plus rapides et plus efficaces. Et pourtant, sans coordination mondiale, les grands défis qui dépassent les frontières, par exemple le climat, les pandémies, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, deviennent tout simplement ingérables. Dans ces domaines, l'ONU reste donc la principale plateforme où les pays peuvent poser les bases d'un cadre commun, parfois lent, souvent fragile, mais indispensable. En conclusion, on peut dire que oui, l'ONU est peut-être bureaucratique et ce qui est parfois frustrant. Oui, elle mériterait d'être modernisée, plus représentative et plus efficace. C'est en cours et les progrès sont lents vu les intérêts divergents des États. Mais sans elle, il n'y aurait pas de table autour de laquelle tous les pays, grands et petits, peuvent encore se parler d'égal à égal. Il n'y aurait pas de principe universel, ni de mécanisme de coopération pour les plus vulnérables. Donc l'ONU ne résout pas tout, mais elle empêche bien des choses de s'aggraver encore. Et à défaut d'être toute puissante, elle reste, pour l'instant, le meilleur outil que nous ayons pour essayer ensemble de garder le monde un peu plus vivable. Enfin, au-delà de la politique, l'ONU incarne une idée, celle qu'on appartient à une même communauté humaine et que malgré nos divisions, il reste un lieu où l'humanité se parle encore, même quand elle ne s'écoute plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager l'épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur la coopération internationale.